Donc je vais vous parler de Richard de Coudenhove-Kalergi et surtout aussi du mouvement qu'il a créé, le mouvement pan-européen, qu'il a créé en 1923, qui a eu une action très intense entre les deux guerres, mais qui existe encore aujourd'hui, et je centrerai surtout la conférence sur l'action personnelle du comte de Coudenhove-Kalergi. Donc je vais vous donner quelques repères biographiques, et puis ensuite je vous expliquerai quel était son programme et en quoi il diffère des autres programmes d'États-Unis d'Europe et d'Union européenne, et puis on parlera un petit peu des succès qu'il a pu avoir et aussi malheureusement des échecs, et puis on essaiera peut-être à la fin, et ça peut être aussi peut-être un élément de la discussion, de voir au fond à l'heure actuelle quelles sont les traces et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'expérience de la Pan-Europe. Alors Richard de Coudenhove-Kalergi, ses dates, il est né en 1894 et il est mort en 1972. Alors sa biographie est quand même intéressante en ce sens que on le sent déjà au nom de famille qu'il a, Coudenhove-Kalergi, c'est un petit peu spécial. Il est né à Tokyo, d'un père qui était un aristocrate de l'Empire austro-hongrois, donc le comte Henri de Coudenhove-Kalergi, et qui était donc diplomate et qui a épousé à Tokyo une japonaise, donc la mère du personnage qu'on va étudier. Coudenhove-Kalergi, Coudenhove c'est un nom d'origine hollandaise, oui, et Kalergi c'est un nom d'origine grecque. Autrement dit, si vous voulez, ses racines dépassent déjà l'Europe, puisque c'est véritablement une biographie de quelqu'un qui a un ancrage totalement cosmopolite, d'une part, et puis par ailleurs, ses parents son père est un aristocrate de l'Empire austro-hongrois, donc quelqu'un qui fait vraiment partie de l'élite de cet État multinational qui, comme vous le savez, s'écroule après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc en 1914, Richard de Coudenhove-Kalergi a 20 ans, quand la guerre éclate, c'est-à-dire qu'il en a 24 en 1918. Il a fait de brillantes études, il est docteur en philosophie de l'université de Vienne, si vous voulez, le monde vers lequel il s'apprêtait à aller très facilement, c'est-à-dire finalement les traces de son père, faire partie de cette élite aristocratique de l'Empire austro-hongrois qui était aussi une élite politique, s'est écroulé avec le traité, les traités de paix, le traité notamment de Saint-Germain-en-Laye en ce qui concerne l'Autriche. Alors, au fond, quelque part, il incarne, si vous voulez, ce qu'a été la Grande Guerre pour l'Europe, c'est-à-dire l'entrée dans ce XXe siècle qui sera pour l'Europe le siècle, disons, de la fin de la domination naturelle de l'Europe sur le reste du monde. Richard de Coudenhove-Kalergi perd même sa nationalité, puisque l'Empire austro-hongrois n'existant plus. Étant originaire de Bohême, il devient simple citoyen de la toute récente République de Tchécoslovaquie. Cette citoyenneté, il la gardera jusqu'en 1939. Puisque quand il aura beaucoup œuvré pour l'Union pan-européenne, il se sera fait un certain nombre d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis, et notamment parmi ses ennemis, il faut compter Hitler lui-même, qui poursuivra l'Union pan-européenne avec beaucoup de force, et Coudenhove réussira à échapper à la Gestapo en s'exilant alors notamment en France en 1938-1939, et puis comme vous le savez, au moment où la France devient la France de Vichy, en 1940, la plupart de ces exilés anti-nazis, qui étaient relativement nombreux sur notre territoire, ont dû chercher une autre patrie d'exil, et selon donc un cheminement qui est assez traditionnel pour ces personnes-là, il réussira à s'enfuir via l'Espagne et le Portugal et à trouver à Lisbonne un avion qui le mènera dans l'exil aux États-Unis, exil donc dans lequel il restera pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, il réussit à
survivre, si vous voulez, sa fortune étant dilapidée entre-temps, bien sûr, en tenant un séminaire à l'université de New York, précisément sur son union pan-européenne, ce qui à la fois marque une reconnaissance de son mouvement, mais aussi un petit peu le début d'une historicisation de la chose, c'est-à-dire un petit peu le début de la fin, d'une certaine façon. Et en 1945, il rentre très très vite en Europe. Il participera encore, mais avec un rôle beaucoup plus secondaire au début de la construction européenne. Il sera notamment très proche de Gaulle, Churchill, etc. dans les années 47-48. Il créera là une union interparlementaire et puis, bon, vers la fin de sa vie, évidemment, il regardera avec quelques distances, une distance un petit peu critique, la construction européenne telle qu'elle s'est réalisée, qui ne correspondait pas tout à fait aux États-Unis d'Europe qu'il avait appelé de ses voeux et pour lesquels il avait milité pendant l'entre-deux-guerres. Alors je vous propose qu'on revienne plutôt sur la partie entre-deux-guerres. D'une part parce que c'est une période qui est beaucoup moins étudiée. Hein. Vous savez que les historiens ont plutôt pris comme objet la propre construction que nous connaissons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce que finalement on s'aperçoit que pendant cette période, tous les grands enjeux ont été posés. Autrement dit, le débat public a déjà un petit peu discuté de tous les problèmes que l'on retrouve actuellement. Voilà. Donc dans un premier temps, si vous voulez, je vais vous présenter le programme pan-européen de Coudenhove tel qu'il le publiera en 1923. On verra ensuite comment il a réussi à mener des actions très concrètes dans les années 20, avec notamment deux moments très forts qui seront le congrès mondial qu'il organise en 1926 à Vienne et ce que j'appelle l'initiative Briand, enfin ce que les historiens appellent l'initiative Briand, et je vous expliquerai un petit peu son rôle dans ce moment de 1929. Et puis on verra ensuite que les années 30 sont évidemment des années beaucoup moins fastes pour l'européisme. Et je vous proposerai ensuite un petit peu peut-être de voir ce qu'il est advenu de l'Union pan-européenne après la Seconde Guerre mondiale, et puis de discuter au fond de ce qu'il en reste aujourd'hui. Voilà, donc le programme pan-européen n'est évidemment pas le premier programme destiné à unir l'Europe. C'est une tradition très ancienne qui remonte au moins, enfin on est même plus ancien, mais enfin disons dans des programmes très précis, au moins au XVIIe siècle. Et on pourrait dire, si vous voulez, que le programme de Coudenhove se trouve à la jonction entre deux traditions. D'une part, la tradition pacifiste, qui est celle de l'idée de construction d'une paix durable, tradition pacifiste dans laquelle un philosophe allemand que Coudenhove connaissait particulièrement bien parce qu'il lui avait consacré sa thèse de doctorat, s'était particulièrement illustré, il s'agit de Kant, qui avait publié en 1795 un tout petit traité qui s'appelle De la paix perpétuelle. Alors 1795, c'est juste après la fin de la première guerre de coalition de la France révolutionnaire contre les autres pays d'Europe. Et l'apport de Kant dans cette discussion est très important dans la mesure où Kant démontre dans ce traité que seule une forme d'État républicaine, c'est-à-dire au fond une démocratie parlementaire, sera apte à construire une paix durable dans le monde. Donc on n'est pas du tout dans l'utopie, si vous voulez, de la bonté de l'homme ou d'une nature qui serait naturellement portée vers la paix, mais beaucoup plus dans un volontarisme politique. Alors cet aspect-là sera repris de toute évidence, pas seulement par Coudenhove-Kalergi, mais par toute la mouvance qu'on appellera le pacifisme juridique, autrement dit faire la paix par le droit, par l'arbitrage, et Coudenhove se trouve pris comme un maillon de cette chaîne intellectuelle-là. La deuxième tradition à laquelle il se rattache, c'est celle de la fraternité des peuples, c'est celle je dirais, des États-Unis d'Europe, le terme ayant été forgé et puis popularisé au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire juste après les révolutions de 1848. Et là, c'est un écrivain français qu'on peut citer, c'est Victor Hugo, qui a non pas inventé, mais repris et amené sur la place publique ce terme d'États-Unis d'Europe, dans lequel il entendait une fraternité entre les peuples.
Coudenhove ne visera beaucoup plus les élites que le peuple, sauf à partir des années 30, quand les élites ne répondront plus précisément. Mais enfin, le terme d'États-Unis d'Europe, il le reprend à son compte, à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors après la Première Guerre mondiale, ces deux types de propositions coexistent dans le débat public, et évidemment, la grande question au sortir de cette guerre qui a été si meurtrière, et dont vous savez tous qu'on appelle la Première Guerre totale, tant elle a enrôlé aussi les populations civiles, etc. Si vous voulez, deux types de propositions coexistent, soit des propositions de type universaliste, c'est au fond la Société des Nations de Wilson, même si telle qu'elle est née, elle n'était plus tout à fait universelle, ou alors ce sera effectivement une proposition beaucoup plus continentale, c'est-à-dire beaucoup plus réduite, c'est-à-dire la construction d'une Europe unie. Alors, c'est effectivement au tout début des années 20, en 1923, que Coudenhove a l'idée de rédiger ce livre-programme qui s'appelle Pan-Europa, enfin Pan-Europe. Alors le terme, il ne l'a pas inventé, il l'a repris d'un livre qui avait été écrit au tout début du siècle, qui s'appelait Pan-America, donc c'était une description de l'unité panaméricaine, et l'auteur en proposait de faire la même chose en Europe, et donc avait proposé ce terme de Pan-Europe. Mais c'était un livre qui était vraiment resté dans les tiroirs ou sur les étagères des bouquinistes, si je puis dire, et Coudenhove l'avait quand même repris à son compte, et on peut dire que c'est lui qui lui a donné un contenu. Donc le fait qu'il en revendique la paternité n'est pas tout à fait scandaleux. Donc dès 1922-1923, c'est-à-dire au moment où il se rend compte que les idées de Wilson, auxquelles il avait adhéré avec tout l'enthousiasme qui avait été celui de sa génération, finalement n'ont pas réussi véritablement à prendre corps, et notamment depuis le retrait des États-Unis d'Amérique, la non-ratification du traité de Versailles et le fait que les États-Unis d'Amérique n'étaient pas présents à la SDN, si vous voulez, là il s'ouvre au fond une sorte d'espace d'Europe qui n'existait pas tant que tout le monde avait les yeux tournés vers la Société des Nations. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, à partir de la déception qu'a procuré la Société des Nations, ou la façon dont elle est entrée en vigueur, que ce projet de Pan-Europe est né. 1923, le contexte est effectivement très mauvais dans l'Europe. On est en pleine guerre froide franco-allemande, hein, sont les historiens spécialistes des relations franco-allemandes qui appellent cette année-là comme ça, c'est-à-dire qu'en janvier, les troupes franco-belges ont envahi la Ruhr pour aller chercher les réparations que les Allemands ne payaient pas, il y a des problèmes en Thrace, enfin on est... Certes, la guerre est terminée, mais on est vraiment dans une période de sortie de guerre où les traces des conflits sont encore très présentes. Avec la publication de cet ouvrage, qu'il rédige au printemps 1923, Coudenhove se propose de faire naître un grand mouvement politique pour l'unification de l'Europe. Et cet objectif, donc mouvement politique, explique que le livre soit rédigé dans un style très simple et avec une grande clarté syntaxique. L'auteur, Coudenhove, souligne la situation particulièrement préoccupante de l'Europe face aux autres continents. Donc, comme je vous le disais, l'Europe reste en crise en 1923. Le terme de crise est très présent sous sa plume, mais c'est un terme qui est présent aussi dans toutes les bouches à cette époque-là. Et donc son propos est de dépasser ce qu'il nomme l'anarchie européenne, c'est-à-dire au fond la non-organisation des États européens entre eux, et d'en appeler donc à une véritable structuration du continent sur le mode d'une fédération d'États, ce qu'il appellera la Pan-Europe. Et de fait, l'ouvrage contient des propositions politiques tout à fait concrètes, destinées à faire sortir l'idée de paix et d'unité en Europe de la sphère utopique où les intellectuels l'avaient trop cantonnée à son goût. Là, je crois que c'est véritablement le but de l'organisation pan-européenne, c'est d'en finir au fond avec des esquisses d'Europe qui soient très utopiques et de passer à la période réaliste. Donc Coudenhove se présente et sera quelqu'un de pragmatique qui se revendique du réalisme politique. Alors les différentes étapes qu'il prévoit pour faire aboutir son projet d'unification
font effectivement de cet ouvrage un véritable programme. Sa stratégie repose sur 4 étapes, un processus dont il comprend des périodes que l'on pourra appeler diplomatiques, juridiques, économiques, la dernière étant de nature véritablement politique. Alors tout d'abord, l'étape diplomatique, il pense qu'un, voire plusieurs gouvernements européens pourraient prendre l'initiative de convoquer ce qu'il nomme une conférence pan-européenne chargée d'étudier les questions d'arbitrage, des garanties, le problème du désarmement, le problème de la monnaie, des dettes ou encore la culture. Vous voyez, tous sujets qui nous sont familiers. Cette première étape, qui au fond pourrait être prise à l'initiative de n'importe quel chef d'État, c'est la raison pour laquelle il fera la tournée des capitales très très rapidement, pourrait s'achever par la création d'un bureau pan-européen, dont le caractère institutionnel n'est pas encore véritablement précisé. La seconde étape, juridique, celle-là, serait la conclusion d'un traité d'arbitrage et de garantie, donc destiné à mettre fin ou à étouffer les conflits avant évidemment qu'ils ne dégénèrent en guerre. Ça, c'est la grande idée des pacifistes juridiques qui ont par 2 fois à La Haye essayé de faire aboutir cette idée, mais comme vous le savez, l'arbitrage obligatoire n'avait pas été retenu. Et la troisième étape serait la constitution d'une union douanière, dont l'importance est soulignée par l'auteur. La dernière étape, qui pour lui est véritablement, si vous voulez, un but politique ultime, un but politique, disons, à moyen ou à long terme, serait la création d'États-Unis d'Europe selon le modèle fédéral des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la version de 1923, même si l'auteur, comme nous allons le voir, va très vite revenir sur ce statut de véritable fédéralisme. Alors, cette Europe, elle ressemblerait à quoi? Elle comprendrait 26 États, qui serait destiné donc à former cette pan-Europe et 2 groupes de colonies, l'Empire africain, colonie française, et un second groupe, donc les territoires dispersés qui s'y adjoindraient sans que le statut de dépendance coloniale ne soit modifié. Donc ce serait un vaste complexe qui, présenté dans le livre, effectivement, pourrait prendre place comme au second rang mondial derrière les États-Unis d'Amérique du point de vue démographique et au 3e rang pour sa superficie. Alors on remarquera que dans cette esquisse géopolitique, ni la Russie, enfin l'URSS depuis 1922, ni la Grande-Bretagne ne sont incluses. Alors, les raisons opposées à l'entrée de l'URSS et à celle de la Grande-Bretagne sont évidemment de nature différente. Bon, je vais essayer de vous les exposer brièvement. Bon, pour Koudenov, la Russie s'est mise en dehors du système démocratique avec la création de l'URSS et même après la révolution de 1917, donc ce qui simplifie d'une certaine façon la question. L'idéologie libérale de laquelle il se réclame étant de toute façon farouchement opposée au bolchevisme, et d'une certaine façon la pan-Europe sera très très souvent présentée comme un rempart contre le bolchevisme. Cela dit, on sent aussi que même si l'URSS venait à disparaître, puisqu'à l'époque on ne savait pas combien de temps ça allait durer, l'idée d'une Russie membre de la pan-Europe n'est pas non plus une idée qui enchante beaucoup le comte, qui se méfie beaucoup du panslavisme. Donc, disons que l'argument de l'URSS est l'argument qui est mis en avant. Bon, la Russie étant évidemment, étant de toute façon, si vous voulez, un petit peu en dehors. Le problème de l'Europe, c'est évidemment celui de sa frontière orientale. Et ça, c'est un problème que Koudenov résout donc en excluant la Russie, mais éventuellement en se prononçant pour l'inclusion de la Turquie. La question anglaise, en revanche, elle est évidemment d'un autre ordre. Alors, l'exclusion de l'Angleterre, pour Koudenov, est provisoire. Il pense que la Grande-Bretagne doit rester en dehors de la pan-Europe parce que, dans les années 20, la Grande-Bretagne est un empire à elle toute seule,
C'est-à-dire qu'elle domine le monde avec ce qui sera appelé, je crois en 27 ou 28, le Commonwealth, et de toute façon, en faire entrer la Grande-Bretagne plus ses colonies dans la Pan-Europe reviendrait à avoir quelque chose qui est totalement ingérable. D'autre part, il voit le rôle de la Grande-Bretagne comme un médiateur entre la Pan-Europe et les États-Unis d'Amérique. Et par ailleurs, il insiste bien sur le fait que la Pan-Europe doit avoir absolument des relations très étroites, économiques, diplomatiques et même culturelles, évidemment, avec la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne, si vous voulez, elle est à la fois en dehors, mais avec un statut très favorisé et très à part. Ce qui est intéressant, c'est que très vite, on va s'apercevoir que les Anglais approuvent beaucoup cette idée de Coudenhove, hein, parce qu'il réussira à créer très tôt une union pan-européenne à Londres, et il obtiendra le soutien de dirigeants britanniques. Alors, autrement dit, on pourrait dire que la conception de la Pan-Europe, c'est traditionnellement une conception continentale de l'Europe. Donc c'était déjà il y avait déjà eu des projets de cet ordre au XIXe siècle. Et dans une Europe continentale, les deux pays qui forment l'axe majeur sont la France et l'Allemagne. Alors dire ça aujourd'hui, c'est évidemment une tautologie. Dire ça en 1923, c'était déjà plus osé, puisqu'on est quand même 2 ans avant la première réconciliation spectaculaire de la France et de l'Allemagne, qui sera matérialisée par les accords de Locarno à la fin de l'année 1925, après que Briand et Stresemann s'étaient rencontrés et avaient négocié ces accords et obtenu le prix Nobel de la paix d'ailleurs l'année suivante pour cette réconciliation. Mais en 1923, dans l'état de guerre froide, si vous voulez, où se trouvaient les relations entre la France et l'Allemagne, on peut dire que là, Coudenhove a une sorte d'intuition géniale, si vous voulez, en prônant la réconciliation. Alors, il ne prône pas la réconciliation de la France et de l'Allemagne au nom d'une amitié, etc. Il tente d'expliquer, à Paris comme à Berlin, qu'il est de l'intérêt bien compris et de la France et de l'Allemagne de se réconcilier. Donc on est toujours, si vous voulez, dans cette stratégie de montrer que, au fond, l'unification européenne, c'est la seule solution pour sortir de la crise. Ça sera sa stratégie, hein. Et s'adressant à la fois aux Français et aux Allemands, il va utiliser beaucoup plus un langage de réal politique, hein, pour leur faire entrevoir qu'au fond ils ont une communauté de destin et qu'ils sont condamnés à s'entendre. Alors, cette union pan-européenne, il l'a créée aussi institutionnellement de manière très très concrète, hein, en 1924. Donc en diffusant son livre-programme, il avait glissé un petit bulletin d'adhésion de façon à ce que les gens puissent répondre. Il a fait une œuvre de propagande extrêmement structurée. Et pour le financement de son fonctionnement, il va bénéficier d'un certain nombre de mécènes qu'il trouvera dans les milieux industriels ou financiers intéressés par l'idée d'une coopération économique. Alors l'un de ses plus grands mécènes fut, en tout cas un des premiers, fut le financier, le banquier Max Warburg, qui mit à sa disposition 60 000 marks or, ce qui était après la jubilation de l'inflation de 1923, une somme absolument considérable. Et un autre industriel du sud de l'Allemagne, le sud de l'Allemagne étant traditionnellement libéral et européen, Robert Bosch, créa en 1926 une société internationale dont le siège fut situé à Zurich, qui était destinée à assurer la promotion du mouvement. Et c'est une société qui exista pendant toute l'entre-deux-guerres. Certains gouvernements lui apportèrent également une aide importante. L'Autriche, par exemple, mit à sa disposition les locaux au sein même de la Hofburg, c'est-à-dire donc dans le centre du quartier du gouvernement de Vienne, alors qu'il n'était plus autrichien, hein. Et dans les années 30, des États d'Europe centrale, soucieux de soutenir
un organisme potentiellement apte à aider à la constitution d'un rempart contre l'expansionnisme nazi, vont également subventionner le mouvement. Alors c'est le cas de la Pologne et c'est le cas aussi de la Tchécoslovaquie. Il avait de toute façon très vite développé une relation très amicale avec Masaryk. Mais les principaux soutiens, notamment à l'époque de l'activisme le plus intense, donc des années 20, vers des milieux économiques, ce qui ne va évidemment pas sans poser la question de la dépendance de Koudenov par rapport à ses mécènes. Alors, des témoignages concordants montrent par exemple que Max Warburg, donc ce banquier de Hambourg, avait souhaité, c'est une citation, que l'idée pan-européenne ne reçoive pas seulement le soutien des cercles de gauche. En revanche, si les motivations des donateurs étaient sans doute liées au désir de jouer un rôle dans la naissance d'un européisme qu'ils entendaient façonner à leur manière, ils se heurtèrent très rapidement à la personnalité de Koudenov-Kalergi, qui régnait en maître sur son organisation et sur ses publications, et qui n'a jamais entendu se laisser dicter de l'extérieur l'essentiel de ses orientations, quitte à rompre d'ailleurs avec un certain nombre de ses soutiens. Alors, comme je vous le disais, la diffusion de son livre programme, l'installation de la première union pan-européenne en Autriche, a marqué le début d'une ascension fulgurante. C'est-à-dire que véritablement, entre 1924 et 1926, et puis dans 1925 ayant apporté ce qu'on a appelé l'esprit de Locarno, c'est-à-dire l'idée que la réconciliation était une bonne solution, et puis la stabilisation économique des années 24 à 28 ayant créé un climat aussi beaucoup plus favorable pour la détente au niveau des relations internationales, l'Union pan-européenne va connaître un succès grandissant, dont le premier congrès qui a été tenu à Vienne en 1926, en octobre 1926, a été, si vous voulez, un des symboles les plus marquants. Alors entre 1924 et 1926, Koudenov avait parcouru le monde entier pour obtenir des dirigeants politiques un soutien. Quand je dis le monde entier, c'est véritablement, il était allé aux États-Unis et il avait créé, à New York s'était créé aussi un comité de soutien à l'Union pan-européenne. Les États-Unis voyaient d'un bon œil la création d'une entité européenne de soutien à l'Europe, qui aurait aussi pu être un marché pour leurs exportations, par exemple. Donc, si vous voulez, cet intérêt économique est très présent partout. Il avait obtenu un certain nombre de résultats encourageants en France, notamment le soutien d'Édouard Herriot, qui, à l'époque président du Conseil, qui a d'ailleurs écrit en 1928-1929 un petit livre qui s'appelle l'Europe, alors qu'il était maire de Lyon, donc je le signale au passage, où il retrace justement avec beaucoup de pertinence une analyse très pertinente de tous les projets d'unification européenne. Il avait obtenu des soutiens, comme je vous le disais, en Grande-Bretagne, ce qui montre que l'exclusion de ce pays n'était pas sans fondement, peut-être, et dans les pays que je dirais issus de l'ordre de Versailles, comme la Tchécoslovaquie et la Pologne, parce que les frontières qu'il dessinait pour la Pan-Europe partaient de la carte de l'ordre de Versailles, si vous voulez. Et le discours qu'il tenait aux Allemands, aux Tchèques, aux minorités allemandes en Tchécoslovaquie était le suivant. Il leur disait, certes, les frontières ne vous conviennent pas, puisque vous savez que les frontières de Versailles avaient créé des minorités ethniques qui étaient prêtes à se révolter. La solution est que nous supprimions les frontières à l'intérieur de l'Europe. Donc ce discours avait, si vous voulez, un certain écho, parce qu'il proposait au fond de résoudre les problèmes issus des traités de paix d'une façon qui était relativement réaliste et peu belliqueuse. Sa percée a été plus difficile en Allemagne, même s'il a obtenu des soutiens dans la population, et notamment, curieusement, dans la social-démocratie allemande, alors qu'il était plutôt libéral conservateur, mais en Allemagne, les élites gouvernantes le soupçonnaient un petit peu de francophilie, ce qui montre simplement qu'il était très modéré. En France, on se méfiait un petit peu de ses origines germaniques et autrichiennes. Bon, c'est toujours un petit peu comme ça quand on essaie d'avoir une position médiane. Enfin, ce premier congrès pan-européen a été
un succès absolument phénoménal, hein, puisqu'il a réuni plus de 2000 participants. Tous les pays européens étaient représentés et il y a eu un écho véritablement dans la presse du monde entier. Du coup, l'Union pan-européenne a été popularisée et le vocable de pan-Europe aussi, si vous voulez, il a même été d'ailleurs utilisé pour désigner à cette époque tous les projets d'unification européenne, ce qui ne sera pas sans créer des problèmes de copyright, Coudenhove tenant à la fois à la paternité et puis quand ça l'arrangeait laissant un flou pour laisser croire que à chaque fois qu'on employait le mot de pan-Europe, on se référait à son association. Mais enfin, en tout cas, le terme a été véritablement popularisé là. Alors il a eu des soutiens prestigieux dans les milieux politiques et aussi dans les milieux intellectuels, notamment germanophones. Thomas Mann, par exemple, le romancier autrichien Franz Werfel était présent où on avait envoyé des textes, ce qui fait que, effectivement, il bénéficiait, si vous voulez, d'une certaine aura. Et en France, il avait réussi à prendre contact avec Aristide Briand, qui venait d'obtenir le prix Nobel de la paix, qu'on surnommait l'apôtre de la paix, et puis qui, dans la deuxième partie des années 20, n'a pratiquement jamais quitté le ministère des Affaires étrangères, et donc eu une parole très très forte sur la scène internationale, et notamment aussi dans les assemblées de la Société des Nations. Alors, ce congrès donc a un impact symbolique très important. Par ailleurs, il confirme l'importance de la dimension économique avec la création d'un comité économique pan-européen, que soutiennent aussi des industriels luxembourgeois. On voit là un petit peu les prémices de ce qui se passera après la Seconde Guerre mondiale, mais on voit aussi la suite de ce qu'avaient été les comités Mayrisch et les Arbed, donc un petit peu avant. Donc il y a une véritable montée en puissance et ça débouche sur la création d'une société pan-européenne en France en 1927, dont Aristide Briand devient le président d'honneur. Alors pour lui c'est un grand succès, hein, ce soutien public de l'homme de Locarno, hein, qui est, je le dis donc au fait de sa popularité. Mais c'est là qu'on voit aussi que Coudenhove est toujours soucieux d'équilibre. Donc une fois qu'il a réussi à créer une union pan-européenne en France, qu'Aristide Briand a décidé d'être président d'honneur, il prend la route pour Berlin pour essayer de faire la même chose avec Stresemann, puisqu'évidemment l'idéal aurait été pour lui d'avoir les deux hommes de Locarno et les deux prix Nobel comme président d'honneur. Ça ne fonctionne pas, il se heurtera, Stresemann le reçoit très vaguement, très gentiment, mais le ministère des Affaires étrangères lui fait savoir qu'ils ne le subventionneront jamais et d'autre part qu'ils n'utilisent pas le soutien de Stresemann. Ce qui coince évidemment avec l'Allemagne, c'est l'ordre de Versailles, puisqu'on sait quand même que Stresemann, à la fois était pour une réconciliation franco-allemande, avait accepté les frontières occidentales de l'Allemagne, mais que le révisionnisme vis-à-vis de la frontière orientale, corridor de Danzig, tout ça était des problèmes. Même si Stresemann pensait que Coudenhove pouvait apporter une solution, il pensait certainement que l'opinion allemande n'était pas mûre pour la recevoir. Donc en Allemagne, Coudenhove obtient un succès marqué de paradoxe, parce qu'il se crée une union nationale en Allemagne qui est très importante, mais qui au fond conteste très vite l'autorité de Coudenhove et fait d'autres propositions. Par exemple, le président de l'Union nationale en Allemagne, qui est un social-démocrate, Paul Löbe, est en même temps président d'une association pour l'Anschluss. Alors que Coudenhove, lui, s'oppose à l'Anschluss, puisqu'il reconnaît, si vous voulez, les traités de paix. Donc tout ça est un petit peu ambivalent et montre que le chemin sera parsemé d'embûches. Alors le volontarisme du comte Coudenhove-Kalergi fait qu'il ne recule absolument devant rien et qu'il va toujours au devant. Et on peut dire, si vous voulez, que l'année 1929, à la fin de l'année 1929, au moment en septembre où se tient l'Assemblée générale annuelle de la Société des Nations, il a pu croire que son heure était arrivée, ou tout au moins que l'heure de la pan-Europe était arrivée, puisque à la tribune de Genève,
Alors, entre-temps, l'Allemagne était entrée dans la Société des Nations, hein, après les accords de Locarno. Aristide Briand, qui était un tribun, hein, qui faisait des discours tout à fait flamboyants, donc dans un discours flamboyant comme il savait les tenir, propose à tous les peuples d'Europe ce qu'il appelle une sorte de lien fédéral. Briand était quelqu'un de très habile, donc il ne propose pas tout de suite un fédéralisme qui aurait effrayé les capitales européennes, donc il reste volontairement dans une formule un petit peu floue, donc sorte de lien fédéral. Il n'en reste pas moins que pour Coudenhove, il a l'impression que son idée est enfin concrétisée, que cette réunion, si elle se fait, sera la première conférence pan-européenne, donc telle que la première étape de son programme en 4 points. Alors, la réaction des autres chefs de gouvernement, des autres représentants des États, les réactions sont mitigées. Stresemann prend la parole après Briand et insiste surtout, je dirais en bon industriel allemand, sur l'importance de la coopération économique. Il botte un petit peu en touche, si vous voulez, sur la sorte de lien fédéral, mais il est quand même décidé, il est demandé à Aristide Briand de préciser ses idées et d'envoyer dans toutes les capitales européennes un mémorandum avec un projet précis. Donc cet embryon d'États-Unis d'Europe étant mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale suivante, c'est-à-dire de septembre 1930. Et on demande à Briand donc de revenir avec les réactions de toutes les capitales européennes. Alors évidemment, là s'ouvre pour l'Union pan-européenne, si vous voulez, une période qui va être, dont on pouvait penser en septembre 1929 qu'elle allait être féconde. Et en tout cas, sur le plan du débat public, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair si on regarde les journaux, la presse et même les parutions de romans ou de romans un petit peu mineurs de l'époque. L'Europe est le thème à la mode. Et donc mobilise, alors pour ou contre, mobilise aussi les caricaturistes, bien sûr, mais enfin mobilise de toute évidence les intellectuels, les publicistes, les journalistes, les écrivains. Malheureusement, évidemment, septembre 1929, c'est 2 mois avant novembre 1929, donc avant le krach de Wall Street, et surtout, ce sont les conséquences sociales et les conséquences politiques tout d'abord en Allemagne, qui vont faire que quand la seconde assemblée générale de la SDN se réunira en septembre 1930, un mois avant auront eu lieu des élections au Reichstag en Allemagne où le parti nazi aura fait entrer plus d'une centaine de députés, c'est-à-dire que de toute façon la menace totalitariste va désormais occuper le devant de la scène, et pendant la période qu'on appelle l'agonie de la République de Weimar, évidemment l'heure n'est plus à la fraternité entre les peuples, et on assiste là à un repli nationaliste, donc qui fait que évidemment la question des États-Unis d'Europe recule. Alors que fait Coudenhove face au danger totalitaire et face au repli identitaire? Il essaye comme il peut, si vous voulez, d'adapter son programme, et la leçon qu'on pourra en tirer, c'est qu'il n'a peut-être pas trouvé la bonne solution. Il se dit qu'au fond, finalement, si les Allemands se jettent dans les bras d'Hitler, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment écouté leurs revendications. Donc du coup, à partir de 1930, il organise un second congrès en 1930 et puis un troisième en 1932. Il tente, si vous voulez, d'approuver les revendications très nationalistes de la droite et de l'extrême droite allemande, sans jamais d'ailleurs, si vous voulez, pouvoir être soupçonné de la moindre sympathie pour le national-socialisme. Mais il se dit, bon, si finalement on leur accordait une partie de ce que demande Hitler, ça détournerait le peuple allemand du national-socialisme. Et ça, en histoire, on voit bien que c'est quelque chose qui ne fonctionne jamais. Au contraire, il a évidemment, comme tout le monde, sous-estimé la force nationale-socialiste. Et donc, il propose, par exemple, d'autoriser l'union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche, chose évidemment. Et du coup, là, si vous voulez, non seulement il n'a aucun écho en Allemagne,
parce que bon, la montée, si vous voulez, de l'extrême droite et la montée du national-socialisme est partie sans lui et qu'il n'y peut plus rien, mais en plus il s'aliène toutes les sympathies qu'il avait trouvées en France. Donc du coup, il se retrouve en 1932 à faire un congrès à la fin de l'année, c'est-à-dire 2 mois avant la nomination d'Hitler à la chancellerie. Et là, sa stratégie, si vous voulez, a échoué. Il invente donc une nouvelle stratégie qui est celle de ne, après que, si vous voulez, son lobbying, entre guillemets, auprès des dirigeants a finalement a échoué dans le contexte, hein, bien sûr, il décide de créer un parti politique européen et donc de s'adresser non plus aux élites, puisque ça avait été ça sa stratégie, mais directement au peuple. Et donc il propose, fin 1932, de créer un grand mouvement de masse pour lesquels il invente des symboles, un uniforme pour la jeunesse, etc. Alors, on voit la transposition, si vous voulez, de ce que les nazis avaient fait, non pas évidemment dans le contenu dans l'idéologie, mais dans la façon d'enrôler une certaine jeunesse pour la bonne cause, là, pour le coup. Bon. Mais évidemment, tous ces efforts vont être ruinés, puisque à partir du moment où Hitler sera nommé chancelier, il n'aura de cesse que de démonter et de poursuivre l'Union pan-européenne. Hitler détestait Coudenhove-Kalergi, qu'il appelait le bâtard cosmopolite, entre 1933 et 1938, Coudenhove se replie au fond complètement sur Vienne, où là il essaye, aussi un petit peu en accord avec ce qu'on va appeler l'austrofascisme plus tard, au fond de de soutenir cet État autoritaire autrichien dans l'idée que Hitler ne réalisera pas l'Anschluss. Alors il tente aussi de soutenir, il est évidemment contre les accords de Munich, etc. Bon, ça, comme je vous l'avais dit, l'Union pan-européenne avait son siège à Vienne. Alors en mars 1938, au moment de l'Anschluss, il était personnellement menacé, bien sûr, par la Gestapo, qui a du coup qui a investi très très vite les locaux de l'Union pan-européenne et qui a d'ailleurs pris toutes les archives qu'on a retrouvées, c'est une des raisons pour lesquelles il est resté méconnu, qu'on a retrouvé que dans les années 80, dans les années 90, après la chute du mur, parce qu'elles avaient entre-temps été récupérées par l'armée soviétique et elles sont en grande partie à Moscou. Et donc il parvient, par ailleurs sa femme était juive, était donc aussi menacée physiquement. Alors, il parvient à quitter l'Autriche, à passer par la Suisse, l'Italie, et c'est là que finalement, en 1939, il réussit à obtenir la nationalité française. Alors il tente quand même de maintenir depuis la France ou depuis la Suisse, où il a une maison, le mouvement pan-européen jusqu'à la déclaration, enfin jusqu'en 1939. Alors il ne peut plus éditer sa revue parce qu'il n'a plus d'argent, mais il édite quand même ce qu'il appelle des lettres européennes. Et là, il tente un petit peu tout, si vous voulez, pour essayer d'éviter la guerre et de faire comprendre au gouvernement des démocraties, notamment anglaises et françaises, ce qu'est la véritable nature du national-socialisme. Et là, il rejoint, si vous voulez, une problématique qui a été celle de tous les exilés anti-nazis allemands. Ils ont été assez nombreux, et malheureusement, on s'aperçoit qu'ils n'ont trouvé aucun écho. On ne les a pas crus. Bien. Donc en 1940, il est obligé de quitter l'Europe. Et évidemment, l'Union pan-européenne n'est plus, bien sûr, à l'ordre du jour. Donc, aux États-Unis, il aura peu de rapport avec ceux qui vont devenir les pères de l'Europe ensuite, Jean Monnet, etc. Et il aura aussi peu de rapport, puisqu'il n'est pas resté en Europe, avec les milieux de la résistance, qui eux aussi vont forger des programmes d'unification européenne pour l'après-guerre.
Donc, quand il revient en 1945, si vous voulez, il va encore essayer d'occuper un petit peu le devant de la scène, mais évidemment, la donne aura beaucoup changé. Donc, si dans les années 20 et 30, la référence à Koudenov-Kalergi est quasi automatique dans les réflexions sur l'avenir de l'Europe, que ce soit positivement ou négativement du reste, la Seconde Guerre mondiale fait reculer ces idées au second plan. Bien qu'il ait quand même continué à essayer d'avoir une action et à publier notamment un certain nombre de livres pendant sa période d'exil aux États-Unis. Le pan-européisme est presque absent des débats des résistants. Willy Brandt, par exemple, qui était en exil en Norvège, avait écrit déjà un texte donc en 1940, se démarquant longuement de Koudenov-Kalergi, alors qu'il envisageait déjà l'organisation de l'après-guerre en Europe. Donc, lorsqu'en 1946, Koudenov rentre d'Amérique, il est plein d'espoir. Il est persuadé que tout est réuni maintenant pour que la Pan-Europe se réalise sans délai. L'Amérique va sûrement ne pas refaire la bêtise qu'elle a fait avec la SDN. Donc, il a noué des contacts avec le général de Gaulle. Il est allé à Alger. Il a rencontré Churchill, avant que ce dernier ne prononce en septembre 1946 à Zurich un discours historique appelant à la solidarité européenne. Dès l'année suivante, Koudenov s'adresse à tous les parlementaires des pays européens aux fins de créer une union parlementaire européenne. Ça, c'est sa grande idée de l'après-Seconde Guerre mondiale, destinée à servir de prélude à une véritable assemblée parlementaire, et il parvient effectivement à organiser en septembre 1947 le premier congrès parlementaire européen. Donc il se dit que si les députés des différents parlements nationaux se rencontrent, ils finiront par travailler ensemble, par apprendre à travailler ensemble, former des groupes transnationaux et peut-être par créer un sentiment d'appartenance, si vous voulez, qui pourrait déboucher sur une réalisation politique. Mais dans les rangs des futurs ténors de la politique européenne, Koudenov-Kalergi compte un certain nombre d'adversaires, notamment Jean Monnet, ou encore le futur président de la communauté économique européenne, l'allemand très proche de Konrad Adenauer, Walter Hallstein. Ce qui fait que, alors pour des raisons de concurrence, de personnalité, aussi de sensibilité, on reprochera quand même beaucoup à Koudenov d'avoir soutenu le gouvernement autrichien dans les années 30. Donc il ne retrouve jamais au sein de la mouvance européiste la place qu'il avait occupée dans l'entre-deux-guerres. En mai 1948, il fut quand même le premier orateur lors du Congrès de l'Europe réuni à La Haye sous la présidence de Churchill. Mais comme je le disais tout à l'heure, on s'était arrangé pour que le micro ne fonctionne pas lorsqu'il avait prononcé sa première allocution. Et 2 ans plus tard, il fut aussi le premier récipiendaire du prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, à titre de récompense d'une vie tout entière consacrée à la création des États-Unis d'Europe. Mais d'une part, on l'honore, mais on peut aussi considérer que ces signes honorifiques sont destinés à rendre hommage à un homme qui appartient d'une certaine façon déjà au passé. Alors il assiste ensuite à la création du Conseil de l'Europe et il a une correspondance qui est tout à fait intéressante avec De Gaulle et une aussi après avec Pompidou. Et il souscrit au fond à l'observation que Charles de Gaulle lui fit dans une lettre à ce propos. Il est certain que cette assemblée ne fera pas l'Europe. Sa composition et les faibles moyens dont elle dispose ne lui permettent, comme on l'a vu, que de s'égarer dans des discussions stériles. Vous savez que c'est ce que De Gaulle appelait le machin. La fondation de la CECA, puis du marché commun, furent officiellement saluées par Koudenov, mais il nota qu'elle signait l'échec de toutes les tentatives d'union politique et stigmatisa enfin la formation d'une bureaucratie européenne qui freine l'élan vers la fédération. Ce sont des écrits des années 50, tout à fait intéressants. Alors malgré tout, des éléments de continuité sont perceptibles dans la politique menée après 1945 et les rapports qu'avait entretenus Koudenov depuis la Seconde Guerre mondiale avec certains hommes d'État, en particulier, donc je vous disais, avec Charles de Gaulle, avec Churchill ou avec Konrad Adenauer, qui a aussi été très influencé par la Pan-Europe, sont actuellement d'ailleurs des objets d'étude. Alors l'institution
qui avait été créé par Koudonov, l'Union pan-européenne, et qui avait assuré dans l'entre-deux-guerres la promotion d'une idée d'avenir et fourni le fondement d'un riche débat sur l'ordre européen, a fini par devenir, dans la mesure où lui, étant âgé, avait passé un petit peu la main, notamment à Otto de Habsbourg, disons un petit comité conservateur dont les dimensions officiellement internationales cachent mal la quasi totale perte d'influence sur la vie publique européenne.